Très bien. Je peux commencer du coup? Oui, oui, oui. Ils vous Parfait. Eh bien, rejoindront. bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, nous allons euh, poursuivre notre découverte de la tétralogie wagnérienne avec, donc, après l'heure du Rhin que nous avons donné le 28 janvier dernier, nous allons donc proposer la première journée de l'Anno du Nibelung, à savoir la Valkyrie, dans la mise en scène de Calixto Bieto. Alors, je rappelle juste le contexte. Cette production, à l'origine, devait être montée pendant le Covid. Et puis finalement, donc, le Covid a empêché cette production d'être créée. Donc, elle avait été enregistrée. Donc, l'heure du Rhin, la Valkyrie et le Crépuscule avaient été enregistrés à Bastille et Siegfried à Radio France. Et tout avait été retransmis sur Radio, c'était Radio Classique. Non, c'était France Musique, fin décembre 2020. Donc, on attendait avec impatience cette nouvelle production de Calixto Bieto. Nous en avons découvert le prologue, comme je vous le disais, le 28 janvier. Et donc là, nous allons découvrir la suite avec la Valkyrie. Alors, Richard Wagner, bien sûr, 1813-1883, immense compositeur allemand, la plus grande, peut-être avec Verdi, la plus grande figure de l'art lyrique du 19e siècle, qui est pas seulement une grande figure de l'art lyrique, mais qui a incontestablement révolutionné le langage musical. Et ce qui est passionnant avec Richard Wagner, un petit préambule, mais c'est capital. Pourquoi? Parce que c'est lié avec ce que nous allons dire sur la tétralogie. Ce qui est passionnant avec Richard Wagner, c'est que c'est pas seulement un compositeur, un immense compositeur, mais c'était aussi un immense théoricien de la musique. Et que Wagner, avant d'avoir composé, a pensé sa musique. Il a théorisé sa musique, il a laissé de nombreux écrits théoriques, dont Art et Révolution, l'œuvre d'art de l'avenir, opéra et drame. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'ensuite, toute sa vie artistique, il a eu le souci de mettre en pratique, de matérialiser, de concrétiser très clairement ce qu'il avait conceptualisé au départ. Ce qui fait que l'œuvre de Richard Wagner, qui est très profuse, passionnante, c'est une œuvre également qui est extrêmement cohérente. Et je voudrais citer ici Pierre Boulez, je le cite pas souvent, profitez-en, Pierre Boulez qui dit la chose suivante à propos de Richard Wagner, je crois que c'est une des choses les plus justes qu'on ait dit sur Richard Wagner, il dit ce qui caractérise Wagner et qui fait sa grandeur, c'est la volonté d'édifier et d'achever un univers total à l'intérieur d'une existence, et non d'ajouter simplement une œuvre à une autre œuvre sans les inscrire dans une continuité nécessaire. À une époque très attentive aux émotions de l'instant, Wagner a pensé à longue distance les problèmes de la musique. C'est peut-être le premier musicien qui ait pensé ainsi historiquement. Passionnant comme phrase parce que c'est exactement comme ça qu'il faut penser, si je puis dire, écouter, mais penser aussi Richard Wagner. Et donc, comme je vous le disais, la tétralogie, le Ring, est une merveilleuse illustration de ce que vient de dire Pierre Boulez. Pourquoi? Parce que l'idée de la tétralogie, parce qu'avant de parler de la Valkyrie, on va parler globalement, puisque c'est un projet global de la tétralogie, l'idée de la tétralogie vient à Wagner aux alentours de 1846-1847, au moment où il écrit Lohengrin. C'est à partir de là qu'il commence à se plonger dans le théâtre grec qu'il adorait, mais aussi donc dans les sagas nordiques, notamment l'Erda, et également aussi les sagas germaniques, dont une saga particulière qui est la chanson des Nibelungs, qui est un poème épique anonyme du XIIIe siècle. Ça va être la source essentielle de la tétralogie wagnérienne. Et ce qu'on sait également, c'est que Richard Wagner va écrire son livret à peu près sur 5 ans, 1848-1853, avec une particularité, c'est qu'il va commencer par la fin pour ensuite aller vers le début. C'est-à-dire commencer par la mort de Siegfried, passer au jeune Siegfried, ensuite écrire la Valkyrie et le livret de l'Ordura. Il va faire en fait le premier, ce que font maintenant tous les séries américaines et les séries, c'est-à-dire proposer des sequels et ensuite des prequels, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant. Et d'ailleurs, on en a une autre illustration qui est plus ancienne, c'est la guerre des étoiles. On sait que George Lucas, notamment, adorait la tétralogie, qui s'est beaucoup inspiré de la tétralogie pour écrire sa saga. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Il a fait d'abord l'épisode 5, il savait pas que ce serait 4, 5, 6, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Bon. filmé les épisodes 1, 2, 3, c'est-à-dire les préquels. Oui, parce que ça y est, ça commence. Donc, il a fait Pendant que je te parlais, si j'ai vous vu pouvez le juste couper truc. les Ça micros. dure juste. Merci bien. Il a donc fait un peu, Georges Lucas, ce que, tout simplement, Richard Wagner a fait avec la tétralogie. Donc, nous avons un livret qui s'écrit sur 5 ans, 1853, jusqu'en 1853. La partition de la Valkyrie, concentrons-nous sur la partition de la Valkyrie. Elle est écrite, elle, entre juin 1854 et mars 1856. Mais l'ensemble de la partition, et là, cette fois-ci, Wagner respecte la chronologie, il commence par l'heure du Rhin et il termine par le crépuscule des dieux, ça va durer 20 ans. 20 ans pour composer l'ensemble de la tétralogie. Pourquoi 20 ans? Parce qu'entre-temps, eh ben, Wagner va écrire d'autres choses. Par exemple, après le premier acte de Siegfried, il va laisser Siegfried sous son arbre et il va écrire Tristan et Isolde, il va écrire les maîtres chanteurs de Nuremberg, et ensuite il reviendra à l'écriture de Siegfried pour ensuite écrire le crépuscule des dieux. 20 ans pour écrire l'ensemble de la partition. Et ce qui est fascinant, on y reviendra plus tard sur le plan musical, c'est l'extrême cohérence, unité de l'ensemble de l'œuvre qui a pourtant été écrite sur un laps de temps aussi allongé. C'est totalement fascinant. Revenons donc à la Valkyrie. La Valkyrie est donc terminée en mars 1856. Et ensuite, cette partition, comme celle également de l'or du Rhin, va rester dans les tiroirs pendant 14 ans. Le temps que Richard Wagner fasse une rencontre absolument capitale en la personne de Ludwig de Bavière, qui va devenir son mécène, roi de Bavière. Et que va faire Ludwig, sachant que Wagner est en train d'écrire une tétralogie? Il va exiger de Wagner en 1869, il va exiger que l'Or du Rhin et la Valkyrie soient créés dans son théâtre de Munich. Alors que, et pourtant, Siegfried et le Crépuscule ne sont pas encore terminés. Mais il va exiger que l'Or du Rhin et la Valkyrie soient créés dans son théâtre de Munich. Wagner ne veut pas. Il refuse au départ. Pourquoi? Parce que parallèlement à ça, le grand théâtre de Bayreuth, dont il a rêvé, Wagner, entre en construction et il veut attendre la fin de la construction de Bayreuth pour proposer l'intégralité de l'œuvre. Parce que l'œuvre se complète et que donc par conséquent, ça n'a pas de sens pour lui de créer des opus séparés. Mais la force de conviction de Ludwig est telle que Wagner n'a pas le choix, puisque tout simplement en plus, eh ben, Ludwig est le mécène de Richard Wagner. Et donc, que va-t-il se passer? 1869, l'Or du Rhin est créé à Munich et quelques mois plus tard, la Valkyrie, 1870, est créée également à Munich. Autant l'Or du Rhin reçoit un accueil mitigé, autant la Valkyrie immédiatement connaît un triomphe monumental. Et s'il vous plaît, devant un parterre composé de Johannes Brahms, de Saint-Saëns, de Franz Liszt, mais aussi de Joseph Joachim, cet immense violoniste qui était Joseph Joachim et qui créa notamment le concerto pour violon de Beethoven. Donc c'est un immense compositeur enfin d'immenses compositeurs qui sont présents à la création de la Valkyrie, qui est un triomphe. Et puis ensuite, il faut attendre 6 ans, 1876, pour que l'intégralité de la tétralogie soit créée à Bayreuth, août 1876. Et là, dans l'intégralité, trois séries de la tétralogie. Fin août 1876, le triomphe est total, et ensuite l'œuvre va vivre de sa propre vie, si je puis dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la première reprise qui va avoir lieu après la création de la tétralogie, ce sera une reprise isolée de la Valkyrie à Vienne et à New York. Ça, c'est très intéressant de le constater, c'est-à-dire que ces théâtres ne montent pas l'intégralité, mais ils choisissent un opus qui est plus facile à monter, bien évidemment. Et quel opus choisissent-ils comme par hasard? La Valkyrie. Ce n'est bien évidemment pas un hasard, on va le voir par la suite, puisque c'est sans doute l'œuvre la plus populaire des 4 opus de la tétralogie. Voilà brièvement dressé donc la genèse de la Valkyrie et plus globalement de la tétralogie. Alors maintenant, de quoi ça parle? La Valkyrie.
Alors, on se souvient que on a laissé les dieux, dont le dieu des dieux Wotan, rentrer dans un immense palais qui est le Valhalla. Or, on se souvient aussi que ce Valhalla a été construit par deux géants, Fasolt et Fafner. Qu'à l'origine, Fasolt et Fafner, pour prix de cette construction, devaient obtenir la déesse de la jeunesse, Freya. Mais qu'au dernier moment, euh, Wotan s'est dédié et qu'il n'a pas fourni à Fasolt et Fafner ce qu'ils convoitaient, c'est-à-dire Freya. Et qu'il a fallu trouver un subterfuge, c'est-à-dire une compensation. Et que cette compensation, quelle a-t-elle été? C'est tout simplement le trésor qui était contenu dans le Rhin, l'or du Rhin, qui avait été volé par le nain Albéric aux filles du Rhin. Et pour voler l'or du Rhin qu'avait fait Albéric, il avait renoncé à l'amour. Et ensuite, il était descendu au Nibelheim et il avait fait forger par son frère Mime, à partir de cet or, un anneau qui lui donnait les pleins pouvoirs et également un aume qui lui permettait de disparaître ou de se transformer en ce qu'il voulait. Et donc, le dieu du feu Log avait donné l'idée à Wotan d'aller récupérer cet or pour tout simplement payer les géants. Ce que fit Wotan, il capture Albéric, il récupère l'or et il récupère notamment aussi l'anneau en l'arrachant au doigt d'Albéric. Sauf que, au moment où il arrache l'anneau, Albéric maudit Wotan, et donc d'où ce que l'on appelle ensuite la malédiction de l'anneau qui conduira à la chute des dieux et au crépuscule des dieux. Cet or, cet anneau ont donc été fournis, et le home ont été fournis aux géants, et tout de suite Fasolt et Fafner se sont disputés. Fafner a tué Fasolt, et donc il est parti en récupérant le butin. Donc nous sommes dans un monde qui a basculé dans le chaos. Or, ce que souhaitait Wotan, c'était la paix, c'était l'harmonie. Comment restaurer cette harmonie? Ben, la seule chose à faire, c'est de récupérer l'or et de le rendre aux filles du Rhin. Et puis également de récupérer l'anneau, parce que cet anneau est marqué par une malédiction. Donc il faut absolument s'en débarrasser et le rendre également aux filles du Rhin si possible, mais en tout cas, il ne faut plus que l'anneau soit en circulation. C'est la condition sine qua non pour obtenir l'équilibre, retrouver, restaurer l'équilibre de l'univers. Alors que veut faire Wotan? Eh bien, son idée, c'est de faire en sorte qu'un être totalement libre, libre notamment du pouvoir de Wotan, affranchi du pouvoir de Wotan, puisse aller récupérer cet or. Car Wotan ne peut pas le récupérer lui-même. Pourquoi il ne peut pas le récupérer? Parce que sinon, il serait parjure. Il a accepté le deal avec les gens, il ne peut pas être parjure. Parjure vis-à-vis de quoi? Ben vis-à-vis des lois que lui-même a instaurées et qui font l'équilibre du monde. Ces lois, il les a gravées dans une lance fabriquée dans une branche d'un arbre du monde qui est au centre du monde et qui fait l'équilibre du monde. Et donc, du coup, Wotan ne peut pas récupérer l'or parce que sinon, il serait parjure contre ses runes, contre ses lois. Donc, il doit générer d'une certaine façon cet homme libre. Or, ce que l'on découvre, c'est que Wotan, pendant peut-être des milliers d'années, a eu des excursions à travers le monde. Et lors de ces excursions, il a eu l'occasion, il a eu 9 filles qui sont des Valkyries. Les Valkyries sont des guerrières qui viennent récupérer les héros morts au champ d'honneur et ensuite les amènent au Valhalla. Parmi ces guerrières, une Valkyrie est sa préférée, Brunhilde. Et la particularité de Brunhilde, c'est que c'est la fille de Wotan, mais aussi d'Erda, la déesse de la terre. Les 8 autres Valkyries ne sont pas les filles d'Erda. Seule Brunhilde est la fille d'Erda. Il a donc eu 9 filles, dont ces Valkyries, dont Brunhilde. Et puis également, il a eu 2 enfants, 2 jumeaux, Sigmund et Singlind, qu'il a eu avec une humaine, une mortelle. Et ce que l'on apprend, c'est que Sigmund et Singlind, un jour qu'ils vivaient donc dans un village, la tribu de Hunding est venue attaquer le village et a
kidnappé Singlind et Hunding en a fait sa femme. Parallèlement, Sigmund a réussi à échapper à Hunding, mais depuis, il est en permanence poursuivi par ses ennemis. Qu'a fait Wotan? Eh bien, Wotan, à côté de l'arbre, le frêne, qui était à côté de la maison d'Unding, il a planté une épée, Nothung. Et cette épée, elle est destinée à qui? Eh bien, elle est destinée à Sigmund. Wotan veut qu'un jour, lorsque Sigmund découvrira cette épée, venge l'honneur de Singlind et tue Hunding. Donc cette épée est là pour la vengeance de Sigmund. Or, il s'avère, au moment où Valkyrie commence, il s'avère que Sigmund fuit à travers la tempête. Il fuit ses ennemis et il arrive chez qui? Comme par hasard, le hasard fait bien les choses, chez Hunding. Et là, il retrouve qui? Il retrouve Singlind, sa sœur jumelle. Sauf que un désir irrépressible les conduit l'un à l'autre, ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Et donc, que fait Sigmund? Eh bien, il décide de venger l'honneur de Singlin en provoquant en duel Hunding. Le duel doit avoir lieu le lendemain. Et il va utiliser quoi? L'épée qu'il a trouvée et qu'il a réussi à tirer du tronc du frêne. Ceux qui connaissent la légende de Merlin l'Enchanteur, on n'est pas très loin. Il seul, lui, arrive à retirer l'épée du frêne et donc il utilisera cette épée pour tuer Hunding. Parallèlement à ça, Wotan regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Il sent que la fin est proche et que peut-être que cet être libre, il va l'avoir et que à terme, ce trésor va pouvoir être récupéré. Sauf que, et donc pour ce faire, pardon, il a décidé d'envoyer Brunhilde, sa fille préférée, sur le champ de bataille, sur le champ du duel. Et elle a la mission d'aider Sigmund à tuer Hunding. Elle doit aider, elle doit être presque le bras armé de Sigmund. Sauf que Fricka veille. Fricka, c'est qui? C'est la femme de Wotan. Et c'est la protectrice des lois, et notamment du mariage. Et que dit Fricka? Elle dit, tu es parjure vis-à-vis de toi-même. D'abord parce que tu sais que Sigmund n'est pas vraiment libre, puisque c'est toi-même qui as fait en sorte qu'il existe. C'est toi-même qui l'as programmé. Donc tu te mens à toi-même. Jamais Sigmund n'apportera la liberté que tu souhaites. Il n'est pas libre. Et non seulement il n'est pas libre, mais il est tombé amoureux de Singlin. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois le sacrifier au nom du mariage, parce que n'oublions pas que Singlin, du coup, a trompé Hunding. Hein. Donc, du coup, il y a l'adultère. Donc, au nom du mariage, Fricka dit à Wotan, tu dois sacrifier Sigmund. Wotan doit s'incliner et donc dit à Brunhilde, eh ben, finalement, ne fais pas ce que je t'ai demandé de faire, mais fais l'inverse. N'interviens pas, laisse Hunding tuer Sigmund. Sauf que fait Brunhilde? Elle désobéit à son père. Pourquoi? Parce qu'elle est convaincue que la volonté profonde de Wotan est de sauver Sigmund. Donc, elle va désobéir, se révolter contre son père et tenter quelque chose pour aider Sigmund. Wotan veille au grain et c'est lui qui intervient du coup, brise l'épée de Sigmund, fait en sorte que Sigmund soit tué par Hunding et ensuite Wotan tue Hunding. Les deux hommes meurent. Mais Brunhilde n'a pas tout perdu parce qu'elle a réussi à favoriser la fuite de Singlind. Elle lui a donné les morceaux de Nothung, de l'épée, parce qu'elle sait qu'un jour, cette épée sera reforgée par qui? Par le futur Siegfried. Parce que ce que l'on apprend également, c'est que Singlind va tomber enceinte. Et donc, d'une certaine façon, Brunhilde a protégé la fuite de celui qui deviendra le héros attendu, c'est-à-dire Siegfried. Et puis après ça, eh ben, elle craint tout simplement la colère de son père. C'est normal. Donc que va-t-elle faire? Eh ben, elle va se réfugier, si je puis dire, dans les bras de ses sœurs, les Valkyries. Demander leur aide. Demander qu'elles interviennent auprès de Wotan pour calmer sa colère. Mais les Valkyries sont bien gentilles, mais en même temps, elles ne sont pas très très courageuses. Et puis surtout, elles ont une déférence vis-à-vis de leur père. Elles n'osent pas intervenir. Donc en gros, elles disent, je résume à Brunhilde, débrouille-toi, on ne peut pas faire grand-chose pour toi. En plus, tu as désobéi à ton père, donc tu dois t'incliner et tu dois accepter le châtiment.
Et ce châtiment arrive, Wotan est furieux, et il condamne Brunhilde à être déchue de sa divinité et d'appartenir au premier homme qui la croisera. Brunhilde ne peut supporter cette déchéance et dit à son père qu'au moins tu protèges ma vie, mon corps, si je dois être endormi, être dans un sommeil éternel, au moins que seul un héros suffisamment courageux et qui ne connaissent pas la peur viennent me délivrer. Et donc Wotan va endormir sa fille et va créer un cercle de feu autour de Brunhilde. Et donc, progressivement, le feu prend, le feu s'embrase. La Valkyrie se termine sur cet adieu de Wotan à Brunhilde, sur cet embrasement du feu, demandé par Loki, puisque c'est le dieu du feu qui fait s'embraser comme ça. Et puis, euh, on sait bien évidemment ce qui sera par la suite. Ce héros tant attendu sera Siegfried, mais suite au prochain numéro. Voilà, donc c'est une saga absolument passionnante que la Valkyrie, bien sûr. Alors, ce qui est important quand même, rappeler, c'est que Wagner n'a pas tout inventé. Même si Wagner avait une tête qui passait pas les murs, qui était ouais, qui a été conscient de son génie, et qu'il disait lui-même qu'il était l'auteur de son livret. Certes, il est l'auteur de son livret, mais comme je vous l'ai dit, il s'appuie sur une matière extrêmement riche entre théâtre grec, saga nordique et saga germanique. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il change un certain nombre d'épisodes, il réorganise tout ça pour proposer un regard particulier, et tout particulièrement un regard poétique. C'est le regard de Wagner sur cette saga qui est extrêmement original et qui est extrêmement audacieux. C'est en ça que Wagner est pleinement l'auteur de son livret qu'il a écrit en vers libre. Alors ce qui est très intéressant également dans le livret de Wagner, c'est qu'il n'est pas linéaire. On le sait, la tétralogie, il y a un mélange constant de temporalité. Et surtout, on sait que la tétralogie fonctionne sur des grands récits qui nous permettent de savoir ce qui s'est passé. Il y a toujours des choses qui se passent dans les interstices auxquelles dont nous ne sommes pas au courant, et un personnage vient reconstituer en quelque sorte les éléments du puzzle. C'est le principe même de la tétralogie. En gros, ce qui est passionnant, c'est que ce à quoi nous assistons est toujours entre ce qui s'est passé et ce que l'on va nous raconter, et ce présent préfigure toujours ce que sera l'avenir. Donc c'est une gestion de la temporalité qui est extrêmement originale. Et d'où les grands récits. Dans la Valkyrie notamment, il y a le grand récit de Wotan au deuxième acte qui raconte bien évidemment ce qui s'est passé avant, ce qui permet à ceux qui n'ont pas vu ou entendu l'or du Rhin de comprendre l'histoire. Il y a toujours ce récit pour raconter ce qui s'est passé et faire le lien entre les différents épisodes. Mais ce qui est également fascinant dans la gestion du temps chez Wagner, c'est que on a le sentiment que plus le temps entre deux opus est long, plus le temps qui se déroule pendant l'œuvre est court. C'est exactement le cas de la Valkyrie. C'est-à-dire qu'entre l'or du Rhin et la Valkyrie, peut-être que des milliers d'années, un temps mythologique s'est passé. Pourquoi? Ben parce qu'il faut le temps que la race humaine soit créée. Dans l'or du Rhin, elle ne l'était pas. On avait les géants, les nains, les dieux. La race humaine apparaît tout à coup dans la Valkyrie. Donc peut-être qu'il y a un temps millénaire qui s'est déroulé, le temps que Wotan fasse ses expéditions, etc., etc., etc. Bon. Par contre, et c'est ça qui est passionnant, la Valkyrie, c'est un temps unifié. Revenons au principe du théâtre grec. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Unité de temps, oui, ça se passe sur à peu près 24 heures. Le soir du premier jour, le soir du second jour. 24 heures. Unité de lieu, quasiment. Chez Hunding, et ensuite dans des montagnes rocheuses, enfin, c'est pas trop exactement dans un espace, un peu un no man's land qui est le domaine des dieux, pas énormément de changements de décor. Unité d'action, ça c'est capital. Ce qui est fascinant dans la Valkyrie, qu'on ne retrouvera, qu'on n'a pas eu dans l'Or du Rhin et qu'on ne retrouvera ni dans Siegfried ni dans le Crépuscule, c'est cette absence de péripéties secondaires, cette façon qu'a le drame d'être un tout unifié et qui, d'une certaine façon, permet de l'isoler de l'environnement foisonnant qu'est la tétralogie.
On arrive comme ça à suivre l'action de façon parfaitement claire et surtout, je le répète, sans digression. Ça, c'est absolument capital. Cette unité d'action qui frappe dans la Valkyrie et qui fait bien évidemment aussi sans doute le succès de l'œuvre pour le grand public. Parce que le public a besoin aussi de comprendre ce qu'il voit et ce qu'il entend. Alors la thématique maintenant, ben, c'est ça le deuxième source de succès de la Valkyrie. C'est que, à la différence de l'or du Rhin, où on ne parlait que de violence, d'affrontement, de confrontation, de cupidité, de lâcheté, que des sentiments mauvais, ben là, on ne parle que d'amour. La thématique centrale de la Valkyrie, c'est l'amour. C'est l'amour, alors, sous toutes ses formes. L'amour un peu perverti, Sigmund et Singlind, puisqu'on a deux choses. On a un frère et une sœur donc qui sont ensemble, qui se mettent ensemble, et en plus de ça, on a l'adultère. Donc un amour qui est quand même, on l'avouera, un peu original dans sa conception. Et puis également, amour tragique. Et ça, c'est absolument passionnant. Amour cornélien. Pourquoi amour tragique? Parce que le dieu Wotan est amené à sacrifier d'une façon ou d'une autre deux de ses enfants. Sigmund, qu'il doit sacrifier, il meurt. Et Brunhilde, qu'il va déchoir de sa divinité, alors qu'elle est sa fille préférée, sa fille chérie. Mais elle est sa fille rebelle. Or, qu'est-ce qu'éprouve Wotan finalement? Eh bien, il découvre que sa liberté à lui, sa puissance, n'est pas infinie et qu'à un moment donné, il y a la possibilité d'avoir face à lui une révolte qui sape les fondements de son autorité. Et le pire, c'est que cette autorité, elle est sapée par ses propres enfants. Il y a l'affirmation d'une liberté, une liberté qui peut-être produira ce que Wotan souhaite éperdument, c'est-à-dire cet être libre qui pourra aller récupérer l'or. Et c'est là où on est dans une tragédie. C'est que d'un côté, Wotan fait l'expérience de la limite de sa puissance, et là, on a l'illustration parfaite de Schopenhauer. On retrouvera la théorie de Schopenhauer d'ailleurs dans Tristan et Isolde, c'est-à-dire la volonté toute puissante que l'on porte en nous, mais qui nous conduit irrémédiablement à la déception. Cette volonté innée de puissance, ce désir, mais ce désir qui nous conduit souvent à l'échec. Conception schopenhauerienne. Et là, Wagner fait cette expérience-là. Son désir d'autorité et de puissance a ses limites et le conduira où? À la déchéance. Et quand je parle de tragédie cornélienne, c'est que d'un côté, il refuse cette affirmation, il ne veut pas cette affirmation de la liberté que manifestent ses enfants, parce que tout simplement, il est le Dieu, il porte l'autorité et il doit défendre cette autorité, et en même temps, il chérit, comme je vous l'ai dit, cette liberté, même s'il ne peut pas la cautionner, parce qu'il sait que ce manquement aux règles qu'il a définies, ce goût de la liberté, cette révolte ontologique que manifeste tout particulièrement Brunhilde, lui permettra peut-être de sauver le monde qu'il a créé. D'où, je Ben, le tu répète, es là? tension permanente entre d'un côté Eh la oh! volonté de brider ceux qui veulent la liberté, qui la manifestent, et de l'autre cette volonté de la cautionner pour pouvoir parvenir à l'unité, restaurer l'unité du monde. C'est en ça que la Valkyrie est une œuvre passionnante, une œuvre bouleversante et une œuvre tragique. Et bien évidemment, elle est également tragique. Pourquoi? Elle est enfin passionnante parce qu'elle est profondément humaine. C'est ce que disait Nietzsche. Nietzsche disait à propos de la Valkyrie, les personnages sont humains, trop humains. C'est exactement ça. Ils sont humains, trop humains. Wagner prête à des êtres qui, pour la plupart, ne sont pas totalement des humains. Sigmund et Singlin sont des demi-dieux. Brunhilde est une déesse. Il leur prête lui-même, qui est un dieu. Et bien, tout à coup, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui bat. Et donc, le spectateur peut plus facilement pénétrer dans l'œuvre parce qu'il est dans l'empathie, tout simplement. Et le début de l'œuvre, avec ce Sigmund qui échappe à la tempête et qui est là
Et c'est d'échapper à ses ennemis, et la tempête est symbolique, parce que c'est la tempête aussi des sentiments, c'est la tempête du cœur, c'est la peur, c'est l'angoisse de Sigmund. Elle illustre parfaitement le tragique de la situation, ce que d'ailleurs qualifié, c'était Thomas Mann qui disait, il parlait de l'éternelle vérité jaillie des profondeurs de l'âme. Très belle phrase de la part de Thomas Mann. Donc vous l'aurez compris, ce qui fait le succès de la Valkyrie, c'est pas seulement la musique, on va y venir, mais c'est bien évidemment aussi la qualité du livret et les thématiques qui y sont abordées. Alors d'abord, musicalement parlant, qu'est-ce que Wagner en fait? Ben, la première chose qu'il faut dire, et je pense qu'il résume tout, c'est que euh, le Ring s'apparente à une symphonie en 4 mouvements, avec premier mouvement l'Ordre du Rhin, deuxième mouvement la Valkyrie, troisième mouvement Siegfried, quatrième mouvement le Crépuscule des dieux. Or, dans une symphonie, traditionnellement, le deuxième mouvement est l'adagio, le troisième est le scherzo. Siegfried est un scherzo, Valkyrie est l'adagio. Et parce que c'est l'adagio, on le sait que c'est souvent le mouvement le plus lent, le plus sensible, le plus émouvant, le plus passionné. En témoigne la cinquième de Mahler, l'adagio de la cinquième de Mahler. Voilà, tout est dit. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit de Valkyrie. C'est l'adagio d'une symphonie en 4 mouvements. Alors, si on continue un peu, si on creuse un peu, bah, on s'aperçoit que les ingrédients qu'utilise Wagner sont les mêmes que dans l'Ordre du Rhin, parce qu'ils ont été théorisés. Premier ingrédient, le jeu subtil de motifs conducteurs. On ne va pas y revenir. Dans l'ensemble de la tétralogie, il y en a une centaine. Il y en a beaucoup dans la Valkyrie, et ces motifs conducteurs sont l'ossature, la trame de la partition, lui donne son unité dramaturgique, spatio-temporelle. Voilà. Et puis également, quand je dis spatio-temporelle, c'est que certains thèmes préfigurent ce que sera l'avenir, certains thèmes rappellent ce qu'a été le passé. Donc il y a comme ça tout un tissage de leitmotiv extrêmement subtil, extrêmement élaboré, et ces motifs conducteurs font l'unité globale de l'œuvre, pas seulement de la Valkyrie, mais de la tétralogie dans sa globalité. Et ces motifs, on le sait bien, renvoient, peuvent être purement descriptifs, peuvent renvoyer à un objet, peuvent renvoyer à un personnage, etc., etc., etc. On sait ça par cœur. Deuxième élément capital dans la tétralogie. Alors en plus, autre chose qui est très important, c'est que ce réseau de motifs conducteurs, par son aspect mélodique, préfigure ce que sera Valkyrie, ce que sera Tristan et Isolde. Dans Tristan et Isolde, on parle souvent de mélodie continue. C'est ce qui fait la grandeur de Tristan et Isolde. Mais si vous écoutez Valkyrie, vous êtes déjà dans le concept de mélodie continue. C'est à dire à quel point l'entrelac des motifs est extrêmement subtil, donne le sentiment permanent, comme dans Tristan, d'un flux et d'un reflux maritime d'une certaine façon. Le fait que la musique commence à la première note et termine à la dernière note sans qu'on ait le sentiment de rupture. Donc on a parlé des motifs, avec cette dimension très mélodieuse aussi qui fait le grand succès, bien sûr, de la Valkyrie. Et puis on a la splendeur orchestrale. Deuxième pierre de touche, ou en tout cas deuxième élément sur lequel se structure l'ensemble de la tétralogie. C'est l'omniprésence, l'omnipotence de l'orchestre. Wagner l'a théorisé à maintes reprises. La tétralogie est une illustration merveilleuse de cette puissance orchestrale, de sa puissance dramatique, de sa puissance théâtrale, de l'idée que c'est l'orchestre qui est le narrateur, qui est l'interlocuteur privilégié, que l'on entre en Wagnérie par le biais de l'orchestre, par le biais de la fosse, et non pas par le biais du plateau, quand bien même les chanteurs seraient des chanteurs exceptionnels. C'est d'abord l'orchestre qui raconte une histoire, qui est le narrateur, qui définit également, qui porte tous les thèmes relatifs aux personnages, la psychologie des personnages, etc., etc., etc. Donc, le deuxième élément
Deuxième élément, c'est bien évidemment la toute-puissance de l'orchestre, la splendeur orchestrale, sa puissance théâtrale et dramatique. Dans la fosse, on a plus de 100 musiciens. Quand Wagner conçoit la tétralogie, et notamment la Valkyrie, c'est 116 musiciens qui doivent être dans la fosse. 116 musiciens. Donc c'est tout à fait fascinant. Donc ça, on a les éléments, si je puis dire, qui sont constants. Motif conducteur d'un côté, et puis de l'autre, toute puissance de l'orchestre. Après, comme je l'ai dit, la Valkyrie se distingue de l'or du Rhin par presque son italianité, c'est-à-dire le sens de la mélodie, sa sensibilité, mais aussi sa sensualité, parce que c'est une musique qui est profondément sensuelle et qui là encore préfigure peut-être Tristan et Isolde. Et puis, il y a autre chose qui est passionnant, c'est l'art la façon dont Wagner module, c'est-à-dire la façon dont il passe du mineur au majeur. C'est très frappant dans la Valkyrie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'on passe de la nuit au jour et du jour à la nuit, donc du mineur au majeur et du majeur au mineur. Et puis, tout ça a fait dire à certains observateurs que on croirait un clair-obscur à la Rembrandt. Je trouve que c'est une remarque tout à fait justifiée. On est dans Valkyrie, dans le clair-obscur, dans la subtilité, dans la délicatesse, dans le clair-obscur. On n'est pas seulement dans le dramatique. Non, il y a une très grande subtilité de touche et d'approche dans la Valkyrie. Donc c'est une œuvre absolument fascinante et surtout d'une séduction immédiate, comme je le disais, par son art de la mélodie, sa sensualité, sa sensibilité, l'expression de sa passion, sa théâtralité. Voilà, tous ces ingrédients-là font le succès de la Valkyrie. Et puis il reste un élément capital pour les amateurs d'opéra, c'est la voix, c'est l'écriture pour la voix. Et oui, dans l'Or du Rhin, on avait quoi? Ben, on avait du récitatif, du déclamatoire, mais du théâtre musical, très sec. Il n'y avait pas la volonté chez Wagner de séduire par la vocalité. On était, je le répète, dans la confrontation. Là, que font les personnages? Ben, ils expriment en permanence, je le répète, une sensibilité, une émotion, de l'amour. Il faut l'entendre, vocalement parlant. Et donc, ben Wagner, d'une certaine façon, si je puis dire, renoue avec ses débuts, avec la vocalité, je dirais presque italienne, avec ce lyrisme, ce que les Italiens appellent ce cantabile, qui est typique de l'opéra italien, mais que l'on retrouve dans certains opéras de Wagner, notamment les premiers, Tannhauser, Lohengrin, et qu'on trouve également d'une certaine façon dans Valkyrie, en tout cas dans certains passages. Donc l'avantage aussi de la Valkyrie, c'est qu'on est confortablement installé aussi dans une vocalité. Alors on reste dans la déclamation lyrique, parce que chez Wagner, le rapport du mot à la note est absolument essentiel et consubstantiel. Donc on est dans la déclamation lyrique, donc, mais qui se partage entre récitatif, ce qu'on pourrait qualifier d'arioso, et puis surtout des duos. Ce qui frappe dans la Valkyrie, dans sa construction dramatico-musicale, c'est que l'œuvre est construite sur des duos. Les grands moments de la Valkyrie, ce sont de merveilleux duos. Que ce soit le duo Sigmund-Singlind, que ce soit le duo Brunhilde-Sigmund, que ce soit bien sûr l'admiral. Alors il y a aussi le duo entre Wotan et Fricka, mais bon. Mais et bien sûr le final, c'est-à-dire ce duo entre Wotan et Brunhilde avec cet adieu de Wotan à Brunhilde. Voilà, qui est une scène absolument bouleversante. Je ne saurais conclure cette présentation avant de parler de la mise en scène sans citer un très grand compositeur qui est Paul Dukas. Paul Dukas, en 1893, assiste à la Valkyrie et donc fait un commentaire, un compte-rendu. Et il parle surtout du troisième acte, qu'il appréciait tout particulièrement. Voilà ce que dit Paul Dukas. Écoutez la qualité du style, le fond est merveilleux, mais la forme est absolument sublime. Le troisième acte de la Valkyrie est, selon nous, le plus beau des trois. Ici encore, il nous semble impossible de détailler nos admirations. La chevauchée des Valkyries, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais c'est tellement, on parle tellement de la chevauchée des Valkyries, j'ai presque oublié la chevauchée des Valkyries. La scène entre Brunhilde et ses sœurs, la colère de Wotan, son attendrissement devant les supplications de sa fille, les adieux et l'enchantement du feu,
Toutes ces créations d'un génie musical vraiment titanesque nous subjuguent trop fortement par leur inouïe grandeur pour que nous ne sentions pas le ridicule que nous encourions à en vouloir donner idée au moyen de phrases apprêtées. Devant des manifestations aussi grandioses du génie humain, toute parole semble impuissante ou froide. La musique est d'ailleurs, de tous les arts, celui qui par sa nature même se prête le moins à une transposition verbale des sensations qu'il éveille en nous, et la meilleure manière d'analyser une partition sera toujours, en fin de compte, de conseiller au lecteur d'aller l'entendre. Voilà, formidable, formidable passage écrit par Paul Dukas pour rendre hommage notamment au troisième acte de la Valkyrie. Alors maintenant, sera-t-on sur les mêmes hauteurs avec Calixto Bieto, puisque nous venons de parler d'une œuvre sublime? Alors, sans doute, un certain nombre d'entre vous ont vu L'Or du Rhin, on sera à peu près dans la même esthétique. D'abord, je vais vous lire une note de la dramaturge, donc Bettina Auer, qui concerne plus spécifiquement la Valkyrie. Et ensuite, je vous apporterai quelques éléments de compréhension supplémentaires. Voilà ce qu'elle dit. Pour le ring, nous avons opté pour une narration discontinue où le passé et l'avenir s'entremêlent. Après avoir commencé dans l'ordre du Rhin par le big data, dans l'obscurité de la lumière de l'information totale et de la surveillance complète de notre vie privée, nous faisons à présent un bond vers une apocalypse émotionnelle, la guerre à tous les niveaux. La Valkyrie raconte tout au sujet de toutes les guerres, le chaos et la destruction du monde entier. Nous allons parler simultanément de guerres et de mondes issus d'époques différentes, car l'humanité n'a pas évolué. Fin de citation. Alors comment comprendre ce que dit Bettina Auer? Alors d'abord, pour le décor. En fait, vous vous souvenez que le décor était unique avec ce qui symbolisait le Valhalla. Une sorte de grand bâtiment comme ça, à plusieurs étages, mais qui ne s'ouvrait qu'à la fin, ce qui était logique, puisque les dieux n'entrent au Valhalla qu'à la fin. Donc un décor qui était présent, mais qui n'était quasiment pas utilisé, très peu, et on avait les personnages qui évoluaient devant le décor. Là, pour la Valkyrie, il va exploiter le décor. Comme c'est un décor modulaire à plusieurs étages, il va définir des espaces scéniques à différents étages de l'immeuble, si je puis dire, avec un espace scénique là, un espace scénique en dessous, etc. Et une partie du décor va avancer ou reculer. Donc, vous comprenez le principe même du décor modulable. Mais le concept, en tout cas, il est très simple. On utilise le même décor, et on définit des espaces scéniques qui sont d'ailleurs souvent des espaces scéniques très simples, sans fioriture. Il n'y a pas énormément d'originalité. On est dans quelque chose, une approche assez classique. On va trouver dans un décor, par exemple, une table, des chaises, etc. C'est pas là-dedans qu'on est dans l'originalité première. Ce qui fait l'originalité du concept, c'est quoi? Ce sont les costumes, un peu comme c'était le cas dans l'Or du Rhin. À travers les costumes, euh, il va mélanger les temporalités passé, présent et futur. Et quand je dis futur, c'est apocalypse, c'est-à-dire dystopie, avec tout ce que ça implique derrière. Donc, on peut imaginer une pandémie, on peut imaginer des masques à gaz, on peut imaginer, etc., 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 etc. Voilà. Donc, on est dans un mélange de temporalité, mélange d'époques, avec un futur qui n'est pas forcément un futur immédiat, mais qui pourrait être beaucoup plus tard. Mais l'idée, c'est de décrire à un moment donné le chaos et la guerre. La guerre du passé, la guerre du présent et la guerre du futur. Voilà. Voilà, en gros, le concept proposé par Calixto Bieto. Je n'en sais pas beaucoup plus, donc je ne peux rien vous dire davantage. Voilà. Donc, avec quand même l'idée, on continuera quand même un peu sur l'histoire du big data. C'est-à-dire l'homme augmenté, etc. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de fils électriques. Et puis il y aura aussi une autre idée, projection vidéo sur le décor aussi. Des projections vidéo. Voilà.
qui vont être utilisées, et notamment de ce que j'ai pu voir en temps réel, c'est-à-dire ce qui se passe sur scène et projeté par une caméra, ça se fait de plus en plus souvent, et projeté sur l'écran, qui permet aux gens de voir précisément projeté sur le décor ce qui se passe sur scène. Voilà. Voilà un peu sur le principe de la mise en scène de la Valkyrie. Alors, maintenant, concernant la distribution, alors je vais vous passer, si vous le voulez bien, je vais vous passer comme souvent, mon PowerPoint, euh, pour qu'on puisse rentrer un peu dans le détail. D'abord, je vais mettre, voyons voir, partager l'audio. Voilà. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, Voilà. Alors, la direction musicale, Pablo Heras Casado, ça on connaît, hein, il dirigeait déjà l'Or du Rhin, chef espagnol. Dans la distribution, donc Yen Patterson dans le rôle de Wotan, mais je disais à Jean-François que il ne chantera pas la première parce qu'il est malade en ce moment. On espère qu'il chantera la deuxième. C'est Christopher Maltman qui chantera le rôle de Wotan à la première. Brunhilde Tamara Wilson qu'on connaît bien maintenant, donc qui chantait notamment, qui a chanté dans Béatrice Zitenda et dans Turandot. Stanislas de Barbera, qu'on ne présente plus notre ténor français national. Elsa van den Iver, qui était dans la Vestale et dans Salomé aussi, qui a la nationalité sud-africaine et française. Et Gunther Grosborg, qui est un habitué des distributions wagnériennes chez nous. Ève Modubo, qu'on connaît bien aussi, qui vient de chanter dans Haïda le rôle d'Amnéris, qui était également Fricka dans L'Or du Rhin, et qui était formidable aussi, Gertrude, dans le Hamlet d'Ambroise Thomas. Merveilleuse composition. Et Marie-André Bouchard-Le Sieur, qui elle est donc canadienne et qui est à l'Académie, chanteuse de l'Académie et qui voilà chante souvent les rôles de Compris-Marie. Je l'ai indiqué ici parce que Waltraud a un rôle spécial, c'est la sœur, c'est une Valkyrie, et qui intervient à un moment donné, il y a un dialogue avec Brunhilde, donc au deuxième acte, au troisième acte. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, important, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'une partie de cette distribution a déjà chanté au TCE en 2000, donc c'était en 2024. Alors, je vais vous lire pour vous dire à quel point quand même cette distribution est une belle distribution. J'ai pris ici des extraits de critiques, c'était dans Forum Opéra, pour parler de l'interprétation de Stanislas de Barbera, de Tamara Wilson et d'Elsa von den Iver. Donc tous les trois, je le répète, ont chanté au TCE le 4 mai 2024 et ils avaient été tout à fait remarquables. C'était une version concert de mémoire de cette Valkyrie. Voilà ce que dit la critique de l'époque. La distribution de chanteurs qu'il a médité atteint des sommets également. À l'acte 1, la prise de rôle de Sigmund par Stanislas de Barberac se révèle délectable. Connaissant parfaitement les tours et détours de son rôle, le ténor français a l'intelligence de construire petit à petit son personnage, dosant son chant et ses effets en respectant le déroulement des péripéties et révélations qui émaillent ses retrouvailles avec Singlind. On peut regretter que son extrême concentration et son engagement entier dans son personnage l'empêchent de former un duo passionné avec sa partenaire, l'excellente Elsa van den Iver, au soprano lyrique somptueux et au vibrato dans l'ensemble bien maîtrisé, qui ne s'épanouira vraiment qu'au deuxième acte. S'il n'est pas assez l'être des regards incendiants, celui de sa sœur épouse, de fait Stanislas de Barberac soulèvera l'enthousiasme de la salle, comme l'évolution psychologique de Sigmund le veut, à chacune de ses interventions. La noblesse de ton lui est naturelle et son timbre précieux que les ans ont quelque peu assombri, chatoie, jouant entre ombre et lumière, jusqu'à la mort de Sigmund au deuxième acte, entre éclat mâle et piani introspectif renversant. Brunhilde superlative de Tamara Wilson, une de ces rares sopranos au timbre d'airain, pleinement hoche dramatique, et une des plus impressionnantes qu'on puisse entendre aujourd'hui, avec sa vaillance, sa juvénilité, sa longueur de souffle, la sûreté de ses aigus comme de ses graves, comblée de tant de dons qu'elle donne l'impression de pouvoir chanter les trois journées dans la même soirée. Voilà, donc formidable hommage de Forum Opéra à trois des interprètes de la Valkyrie.
Alors nous allons terminer par le plus passionnant. Le plus passionnant, c'est pas ce que je viens de vous dire, mais ce que l'on va entendre, bien sûr. Puisque, alors, je vous l'avais déjà passé, mais je vous le repasse parce que la page est tellement sublime qu'elle mérite d'être réentendue. C'est l'adieu de Votana Brunhilde, chanté par le merveilleux Hans Hotter, qui est sans doute le plus grand interprète de Wotan de sa génération. Je vous laisse écouter. C'est une page absolument splendide. C'est un extrait, bien évidemment, mais la page est absolument splendide. Dites-moi si vous entendez. Oui. Kampfeslust ein Kuss dir lohnte, wenn kindisch lallend der Helden Lob von allen Lippen dir floss. Wie soll alles landes Haar, so oft im Sturm mir geglänzt, wenn hoffnungslos ihnen das Herz mir senkte, nach welcher Wonne mein Wunsch verlangte, aus Bild liebenden Bangen. Zum letzten Mal setz mich heut mit des Himmels letzten Kuss. Den glücklichen Manne glänze sein Stern, nimm muss es scheiden, sich schließen. Voilà, sublime Hans Hotter dans cet air final, ce monologue final, donc cet adieu à Brunhilde, avec, l'entend bien, quelque chose qui est admirable, c'est l'art, la subtilité, l'art de la modulation, cette capacité à varier les effets en permanence. Et on voit bien d'ailleurs que le chant wagnérien, tel que le voulait Wagner, n'est pas un chant, excusez-moi du terme, gueulé, mais c'est un chant habité. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Wagner tenait tant à son Bayreuth, parce que à Bayreuth, l'orchestre est sous la fosse et permet tout simplement de trouver l'équilibre avec le plateau et évite aux chanteurs de pouvoir crier leur chant. D'ailleurs, Wagner disait toujours qu'il souhaitait que le chant soit un immense lead, ce qui veut bien dire ce qu'il veut dire, puisque c'était cohérent, puisque lui-même se voulait poète et que son texte était poétique. Et on voit bien que Hans Soter a tout compris des subtilités du chant wagnérien.
Voilà. Puis en plus, on a la chance d'avoir le Philharmonia Orchestra qui, à mes yeux, c'est personnel, est un des plus grands orchestres de l'histoire de l'orchestre. Moi, j'ai une affection profonde pour deux orchestres, qui est donc le Philharmonia et le Concertgebouw d'Amsterdam. Pour moi, ce sont les deux orchestres, des orchestres absolument fabuleux. Voilà ce qu'on pouvait dire de la Valkyrie. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce que je vous ai dit? J'ai juste un commentaire, une précision, c'est que comment dire, la représentation du théâtre des Champs-Élysées dont vous avez parlé tout à l'heure est disponible sur Samedi à l'Opéra, donc sur France Musique, donc c'est audible, hein. Vous êtes sur le podcast, vous mettez sur ce Samedi à l'Opéra et vous l'avez, hein. Donc ça permet effectivement de mettre un petit peu un son et une oreille derrière ça. Et le gros avantage, c'est qu'effectivement, on peut écouter et pas nécessairement se voiler la face. Et donc, on voit toutes les subtilités. En plus de ça, le théâtre des Champs-Élysées par rapport à la Bastille, c'est un petit théâtre. Et donc, on entend bien toutes les modalités, les modulations, Hmm. beaucoup plus qu'on ne peut le faire dans une grande salle. Et la prise de son est bonne, hein. Donc, Bon, ça c'est important. Important. ça vaut vraiment la peine d'écouter. Hmm. Alors ça, c'est la première information. Et la deuxième information, pour ceux que ça intéresse, dans le dernier numéro de Diapason, il y a tout un article sur Stanislas de Barbeyrac, Hmm. bon, qui poursuit sa carrière. Alors pour les anciens du Club Opéra, pendant la période de Covid, j'avais interviewé Stanislas de Barbeyrac. Et donc on a vu sa progression depuis Don Ottavio Hmm. jusqu'à effectivement Sigmund. Personne ne l'imaginait en Sigmund quand on écoutait en Hmm. Don Ottavio, évidemment. Bon, sa Hmm. voix effectivement est devenue un peu plus, enfin, un peu moins aiguë. Et alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est toujours pour Stanislas de Barbeyrac, c'est il va être le seul, oui, peut-être un des deux Français qui vont chanter au Metropolitan Opera dans cette saison, et en l'espèce dans le rôle de Lenski dans Eugène Onegin. Hmm. Eugène Onegin qui sera également, que nous Ouais, verrons à l'Opéra de exactement. Paris dans une distribution différente. Hmm. Voilà, ça c'était les informations sur Stanislas de Barbeyrac et Hmm. notamment sur cette Valkyrie. Ouais, alors moi je voulais juste apporter une petite précision, une petite coquille. Tout à l'heure, concernant, j'ai parlé de Joseph Joachim, qui était un immense violoniste et qui avait assisté à la création de la Valkyrie. Bien évidemment, il n'a pas créé le concerto pour violon de Beethoven, ce qui n'a aucun sens, mais de celui de Brahms, bien Mm. sûr. Voilà, je rectifie parce que c'était bien évidemment absurde de parler de Beethoven, c'est Brahms. Voilà, je referme la parenthèse. Et ils étaient tous les deux dans la même salle en plus. Ouais, exactement. Ce qui n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs. Oui, 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 bah oui, ils étaient très amis, hein, ils étaient très Ouais, amis, ouais, hein. tout C'est à la fait. raison pour laquelle, effectivement, Brahms a fait cet Ouais. hommage. Est-ce que vous avez les uns et les autres des questions, des remarques, des commentaires? Philippe? Oui, j'ai pas compris qui nous aurons comme Votan. Alors, on espère Yann Patterson. Ce que je disais juste, je précisais que Patterson ne chantera pas la première, c'est tout. Pour l'instant, il est annoncé sur les autres. Or, vous n'allez pas la première, donc c'est pour ça que j'ai rien précisé d'autre. J'ai juste dit que pour l'instant, ce qui est embêtant, c'est qu'il est malade. On espère, et c'est pour ça que j'ai apporté cette précision, on espère qu'il ne le sera pas sur la durée. D'accord, Voilà. Donc merci. pour l'instant, normalement, vous avez Yann Patterson il est porté pâle uniquement sur la première. Merci. D'autres commentaires? Questions? Remarques? Non? Bah, écoutez, Bruno, comme d'habitude, on vous remercie pour ce tour de piste extraordinaire, hein, où vous avez effectivement parlé de Wagner, de Lord Durin, enfin du Rhin plus exactement. Et je crois que vous allez donner envie à tout le monde d'aller Ah, c'est au une moins sublime écouter, saison. au moins écouter. Ben, c'est voilà. De toute façon, on peut y aller. Non, non, mais je dis pas. Après, on verra pour Calixto Bietto. Enfin, tout dépend. Moi, ce que j'en ai vu, je vais vous dire, ce que j'en ai vu, c'est déjà plus intéressant que sur Lord Durin. Lord Durin, il avait le sentiment qu'il avait été quand même un peu, comment dire, un peu. Un peu rapide. Et oui, bon, enfin, voilà. Donc, peut-être que la Valkyrie va l'inspirer
peu plus, voilà. Donc il faut. Et puis l'œuvre est tellement extraordinaire que, de toute façon, le plan orchestral, vocal, enfin voilà. Parfait. Bon, écoutez, dernier appel pour des questions, des commentaires. Ève? Merci beaucoup. Oui. Bon. Bah, écoutez, merci encore. Et puis, bah, Merci au à vous. plaisir de voir les uns et les autres dans cette merveilleuse Valkyrie qui s'annonce. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à Merci vous. encore. Merci. Au revoir. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci bien.